Ahí va Xavi, balón al segundo palo, Puyol. ¡Gol! ¿Por qué no? ¿Por qué no iba a ser de Carles? ¡Gol de Carles! Puyol, 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 Puyol. Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Deuxième épisode de suite à vous proposer du côté de la Catalogne. Après Guardiola, les libéraux vous proposent de revenir sur la carrière de la légende Carles Puyol. Damas, mon Dieu, quel joueur! Quel joueur, quel individu, quelle personnalité, quel leader, le charismatique à l'état pur, et c'est l'un des joueurs qui a été et qu'on peut représenter comme étant dans la lignée de toute la période libéraux, en tout cas dans une très très grande partie de la période des libéraux, de 99 à 2014, il dépasse même le statut des libéraux que nous représentons bien sûr, et pour moi-même c'est un honneur de pouvoir faire un podcast sur ce grand monsieur. Je dirais même au-delà de l'aspect du football, parce que c'est un grand monsieur qui fait l'unanimité partout, même chez, bien entendu, les supporters du Real, Gilles Christ. Bah oui, qui n'a aucun problème à dire que Puyol est une personne d'exception. Quand on parle d'un grand défenseur de cette époque-là, c'est pas forcément vers Puyol qu'on a les premières pensées, mais quand on se concentre et qu'on y regarde de plus près, euh, disons que quand on parle de tous ces défenseurs qu'il y a eu dans la période de notre temporalité, les libéraux, il y a même de fortes chances que ce soit le plus fort. En tout cas, moi, Tout à fait. je n'ai pas de crainte ou même d'appréhension au moment de le placer numéro 1 et défenseur central de la charnière centrale de notre enfance. Nams, Puyol, PS5. Et tu m'as Puyol. régalé, frère. PS5, solidité, c'est surtout tacle glissé, agressivité. Le mec aimait se jeter au sol. Laisse tomber, c'est dingue. Et la définition du tacle glissé, c'est lui. Là, le plus incroyable dans la carrière de Puyol, c'est sa progression constante jusqu'à devenir le meilleur à son poste alors que rien ne le présageait. Alors c'est vrai que c'est un enfant de la Masia, Damas, donc peut-être que le talent, il est là. Oui, peut-être que le talent il est là, mais contrairement au profit de la Masia et même de la culture du FC Barcelone, Puyol ne rentre pas forcément dans cette lignée-là. Faut quand même mentionner aussi ses origines sociales, père d'un papa ouvrier qui lui fera part très rapidement que si tu rentres à la Masia et que tu te fasses devancer par 20 autres mecs plus forts que toi footballistiquement, pas de souci. Mais si en effet, tu te fais chasser de la Masia par 20 mecs qui sont plus déterminés que toi, ça sert à rien de revenir à la maison. Donc ça plante rapidement le décor par rapport à Carles Puyol et à ses origines familiales, bien entendu. Et quand il arrive à la Masia, il ne commence pas à la position à laquelle on s'attend tous. Ailier droit, attaquant, voire milieu. Donc Carles Puyol va se former dans ces positions-là, où il est dans une position plutôt avancée sur le terrain, avec plus ou moins de réussite, mais il fait pas forcément la différence au niveau des performances et par rapport aux autres joueurs présents à la Masia. Il sera formé en même temps que les Gabri, les Xavi Hernandez, forcément qu'il faudra mentionner, qui est de la même un tout petit peu plus vieux, mais c'est quand même de la même génération, bien entendu. Et arrive la Segunda B, bien entendu, où il va être dans l'équipe, il va être régulièrement appelé, présent, bien entendu. Mais les émissaires d'autres clubs remarquent le talent de Carles Puyol, et étonnamment, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui de qui est Carles dans le monde du Barça, à l'époque, les dirigeants du Barça, les entraîneurs du Barça, le conseillent de partir. À Malaga. C'est ça. Et à Malaga, et c'est lui qui veut pas. Tu parles de Xavi, la différence entre Xavi et Puyol, c'est qu'il y a du génie chez Xavi qu'on le remarque, et c'est pour ça qu'il a Tout de peut-être suite. 2 ans d'avance. Et justement, il intègre la Masia en 1995 à 17 ans, mais on a du mal à l'installer à un poste précis. Les résultats aussi sont mitigés en division inférieure dans les équipes B et C du Barça. Tout à Gilles fait. Christ, à 20 ans, Puyol est un joueur de deuxième division. Il n'est pas si fort. Mais c'est un joueur, comme il y en a beaucoup à Barcelone, surtout à cette époque-là. Et après, bon, je pense que le FC Barcelone n'est pas un club qui est réputé à l'époque pour la qualité de ses défenseurs. Mais il va le montrer aussi historiquement, aussi par rapport aux différents transferts qu'il va effectuer en défense centrale avec des joueurs sur lesquels on a pas mal, j'allais dire pas rigoler, mais voilà, c'est pas forcément avec eux qu'on va s'attarder en termes de Abelardo.
de renommée. Ouais, Crâne Bélar- chauve. ouais, mais après, voilà, Belardo donc, avait ses qualités, entre autres, mais disons que voilà, c'est pas ça qui nous a tous marqués Ah non. dans l'histoire du football. Même si voilà, voilà, ces joueurs ont de la qualité, mais voilà, Carles Puyol est un joueur qui, voilà, le Barça, on parle étant Segunda B, avec sa réserve. Et quand on parle aussi de Puyol qui continue avec la réserve, il est qu'un cadre de la réserve où il joue 2 saisons, de suite, voilà, pas mal de matchs. Hem, Quand il refuse Malaga, on se doute pas que son trajet avec, avec sa trajectoire, pardon, avec le FC Barcelone va épouser une telle longévité, autant de matchs, du côté du FC Barcelone. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui, dans cette génération-là, comme, Xavi, sont assez, précoces, jouent rapidement aussi avec l'équipe première, mais voilà, un joueur comme, Carles Puyol, n'est pas forcément donc sur cette même lignée-là et il faudra vraiment se concentrer ou voir le génie tactique d'un entraîneur, néerlandais pour se rendre compte qu'il a certaines qualités, notamment en défense centrale, avec la houlette de Louis van Gaal. Van Gaal, hein, qui aime ce joueur et qui lui donne sa chance, il joue son premier match officiel avec le FC Barcelone le 2 octobre 1999. Il a 21 ans, Nams. Ça commence. Ouais, ça commence enfin. À l'époque, c'est un peu tard de commencer à 21 ans. Normalement, t'es plus ou moins un joueur établi à cet âge-là. Lui, il fait ses débuts. Donc, il jouera plutôt. Il jouera plutôt. Il aura du temps de jeu. Sonra lui fera confiance. Donc, il commencera en tant qu'arrière droit. C'est pas un latéral avec des qualités phénoménales, hein. C'est pas le latéral qui va déborder, qui va centrer. Mais il comprend le jeu. Il connaît ses qualités. Il connaît ses défauts. Et il connaît ses limites. Il est intelligent, il réfléchit, et justement, c'est ce qui va l'aider à déjà à s'installer en tant que titulaire déjà, cette intelligence, comprendre comment il peut progresser, comment axer sa progression, et déjà, justement, c'est ce qui va déjà l'aider à devenir un bon joueur. Et quand on voit justement les débuts de Carles Puyol, on peut se dire que déjà, il a un truc que les footballeurs avaient à l'époque, c'est ce mental. Ce mental, cette envie de travailler, cette envie de progresser. Et ça, c'est quelque chose qui le suivra durant tout le long de sa carrière. Absolument, absolument. Si je peux me permettre d'appuyer tes propos, il faut quand même signaler que quand Malaga est venu et que Xavi était déjà en équipe première, Puyol l'a très, très, très mal pris. Hein. Faut qu'on parle, bien entendu, de l'individu en tant que jeune joueur là où il était, voir sa promotion aller plus haut, notamment pour certains prospects donc qu'on connaît déjà, et voir lui lutter autant de temps en réserve, ça a été dur pour lui personnellement. Et ça l'a amené à redoubler d'efforts. Et c'est ce que Louis van Gaal aime. Encore Louis van Gaal. Encore une fois, il faut parler de cet individu qui va même vanter ses mérites d'avoir fait confiance à Carles Puyol. À toutes les sauces, il est là, Louis van Un Gaal. Néerlandais, Tout le un temps, Néerlandais. bien sûr. Mais Tout le temps. incroyable. Toujours, je suis là, c'est moi qui lui ai fait confiance, c'est moi. Et à juste titre, et d'ailleurs, cette première saison, il va quand même faire 32 matchs. C'est Oui. beaucoup. Oui. C'est beaucoup. D'ailleurs, on le voit aussi tout de suite après dans une belle génération espagnole, notamment au JO 2000. On voit Oui. déjà les prémices d'un joueur, Gilles Christ, qui s'inscrit en tant que cadre dans une génération espagnole. Cadre dans une génération espagnole qui va faire le plein de promesses, hein, effectivement, et qui va aller jusqu'à la finale de Sydney 2000 contre nos chers Camerounais. Bien sûr. Et après, par rapport à ce Barça-là, ce que on ne dit pas et ce qu'on ne sait pas également, c'est que moi, c'est pas un Barça qui est là pour me déplaire. Hein. C'est un Barça qui, à partir de 99 et justement au moment où Puyol est dans la saison où il commence sa carrière professionnelle, c'est un Barça qui ne va rien gagner pendant 5 ans. Bien sûr, oui. Pendant 5 ans, 6 ans, pardon. Mais Très lutter, oui. Oui, lutter. voilà, et qui a une équipe médiocre. Et donc, du coup, moi, je me régale, tu vois, dans cette période-là. On voit un Rochenbach. Barça oui, voilà, Rochenbach, Giovanni. Simao qui est là. Voilà.
voilà, qui sont là, mais on ne sait pas pourquoi voilà, ils sont là, en tout cas, pour représenter les couleurs du Barça. Mais voilà, c'est vrai que Louis van Gaal, lui, se vante de faire sortir ce type de joueur-là en De tant que profil, latéral, bien où sûr. on voit qu'il joue énormément de matchs. Il est aussi cadre de la sélection, qu'il rejoint quelques jours, enfin voilà, donc après les Jeux Olympiques de 2000, et paradoxalement, il rejoint cette équipe nationale sur le premier match en même temps que Xavi contre les Pays-Bas. Exact. Voilà, c'est un clin d'œil qui est aussi assez intéressant où ce, entre guillemets, retard que Puyol a eu sur Xavi est rattrapé au moment de commencer le vécu en sélection. Donc, et en plus, devant le pays de naissance de Louis van Gaal. Donc, c'est plutôt intéressant de voir ça. Et c'est vrai que cette équipe-là, certains de ces joueurs-là vont être importants dans les succès de l'Espagne sur la fin des années 2000 et une histoire qui commence tout simplement au début des années 2000. Et c'est vrai que Puyol, on va le voir par la suite, sera un témoin de cette évolution de l'équipe d'Espagne. Alors tout va très vite, hein, pour lui après cette première sélection en novembre 2000. Il est titulaire d'ailleurs à la Coupe du Monde 2002, mais en tant qu'arrière droit, Damas. En effet, c'est tout simplement son poste. Hein. Luis Camacho, la José Luis Camacho l'a clairement positionné là-dessus au travers de ce mondial-là. Puyol va pas forcément faire l'unanimité. Hein. Il y aura quand même certaines critiques qui seront émises à son sujet par rapport à son style de jeu, le fait qu'il ne soit pas forcément léché techniquement parlant, et il va aussi subir également les largesses et la médiocrité du Barça, hein, comme Gilles l'a dit, au travers des différentes performances. Ouais. Au niveau de l'équipe nationale, bon, c'est vrai qu'il va marquer contre son camp. Contre le Paraguay, c'est assez malheureux au travers de ce premier tour, hein, où les Espagnols vont l'emporter face à l'Afrique du Sud et la Slovénie, je crois. Et en huitième de finale, justement, ce match-là, il fera une très très belle passe décisive en tout début de rencontre, hein, je crois que dans le premier quart d'heure, avec Morientes, une tête décroisée que Shea Given va Ouais, clairement contre subir. l'Irlande. Ouais. Contre l'Irlande, exactement, une très très belle passe décisive de Carles Magnifique. Puyol. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir justement ça, revoir les images justement de cette action-là. Et ça vient un peu contredire aussi l'image qu'on avait un peu de Puyol, c'est-à-dire un petit peu besogneux, un petit peu, voilà, pas forcément léché. Il y avait déjà cette première éminence concernant ce profil-là. Après, bon, côté de la sélection nationale, soyons clairs, l'Espagne en elle-même, c'est pas Puyol qui sera le premier responsable des débats espagnols. Je parle bien entendu de l'Euro 2004, hein, ou d'abord du Mondial 2002, et ensuite de l'Euro 2004 où ça va être clairement un échec. Hein, c'est clairement visible, et notamment la performance qu'il fera contre Luis Figo, qui, si on se rappelle bien, parce que cette saison 2001, Reda, 2000-2001, où ce sera une saison pleine pour Puyol, il va être élu révélation de l'année du championnat d'Espagne. Hein, Carles Puyol. Ouais, Hein, donc, il est né en 78, en 2001, révélation de l'année de la Liga. Une saison remportée par le donc, Real haut la main, avec un Ouais, Luis bien sûr. Figo exceptionnel. Je tiens à le mentionner encore une fois, mais Puyol va poser clairement ses premières armes dans un environnement où il y a quand même pas mal d'étrangers, de joueurs qui arrivent en bout de course. Je pense bien entendu à Franck Debourg, hein, où c'est assez difficile, Philippe Cristanval, toutes ces choses qui doivent impérativement quitter l'environnement du Barça. Et tout va changer en 2003. Non, mais juste avant 2003, il y a juste une petite chose qui m'intéresse, c'est que tu as parlé de la révélation en 2001, mais il y a aussi en Bien sûr. 2002 où il est nommé meilleur arrière-droit du monde dans l'équipe type de l'année de l'UEFA. Christ, Oh, en fait, Ramos, il a rien inventé. Avant lui, déjà, t'avais Puyol qui brillait à droite avant de devenir défenseur central. C'est incroyable. C'est un Mais sacré clin d'œil. justement, on a fait un sacré clin d'œil, surtout par rapport nous à notre saison, où on a fait un épisode sur Sergio Ramos, où on se posait la question de Ramos, alors c'est quoi? C'est un latéral droit, c'est un défenseur central, c'est un défenseur central, c'est un latéral droit. Là, effectivement, on a eu ce même, entre guillemets, problème avec Carles Puyol 5-6 années auparavant. Et c'est vrai qu'avec cette polyvalence où on voit un Carles Puyol qui, en tant que latéral droit, continue de jouer du côté du FC Barcelone, qui lui permet de jouer énormément de matchs. Il a la reconnaissance également de ses pairs, hein, justement, par rapport à cette nomination donc, sur ces années-là. Mais bon, c'est vrai que nous, voilà, beaucoup se posent la question de cette polyvalence-là et de se fixer à un poste en particulier. Et là, effectivement, avec Carles Puyol, on a ce cas de figure et on voit très clairement que c'est le grand de Sergio Ramos. Entre 2001 et 2003, Puyol joue donc autant à droite qu'au centre. Il joue pas mal de matchs, hein, également, mais c'est un Barcelone, bon,
c'est compliqué. Mais Ah oui. Puyol, à ce moment-là, Nams, il est respecté, mais il n'est toujours pas à la table des meilleurs. C'est ça, il est respecté. Comme vous l'avez dit, 2001-2002, arrière droit, meilleur arrière droit du monde. Et je suis obligé de parler de cela. Ce que lui a fait Edilson, ce geste où il tombe, il tombe comme s'il se faisait interpeller par un policier. Il tombe à plat ventre. Il est tombé à plat ventre, les bras devant. Et, et vous le voyez se relever. Mais il se relève et il a pas l'air de comprendre ce qui vient de se passer. Et Denilson joue au foot. Et quand t'as un client comme Denilson en face de toi qui joue au football juste pour t'humilier, juste pour te dribbler, ben c'est très compliqué, c'est très compliqué. Mais malgré ça, c'est un joueur qui quand même c'est un joueur qui a été important. 2001-2002, ben, le Barça fait le miracle, hein, disons ainsi, le miracle d'aller en demi-finale de Ligue des Champions. Et je crois que d'ailleurs sur le but de Zidane, le merveilleux but de Zidane au Exceptionnel. Camp Nou, ce ballon piqué sur Bonanno, face à Bonanno, c'est lui qui revient au dernier moment, je crois, c'est lui qui revient défendre, qui est un peu en retard sur Mais Zidane. c'est trop tard, déjà. Bien sûr, sûr, bien sûr, c'est tard. fini, trop tard. c'est fini. Zidane dans la profondeur, oui, C'est voilà. ça, prise d'information. À partir du moment où il a pris la prise d'information, bah, c'est déjà trop tard. Mais malgré tout, il est indispensable dans ce Barça-là. 2002-2003, bon, c'est un Barça toujours moyen, hein, où Radomir Antic sera là en cours de saison. Puyol devient clairement une pierre angulaire. Hein. Ah oui. Bon défenseur, mais toujours pas parmi les meilleurs. Toujours pas le très bon défenseur, toujours pas très fort. Et je pense que c'est aussi là. En même Un temps, Barça, son club, ce Barça, voilà, quoi. c'est ça. Son club le dessert. Ce Barça-là ira en quart de finale, se fera éliminer en quart de finale par la Juve. Bien Et, sûr. Très beau match. finira dans les places européennes. Je sais pas la place exacte, mais je sais qu'en 2003-2004. En coupe de l'UEFA, C'est parce ça, qu'en fait, c'est ça. ils ont passé Sixième. une grande partie de la saison En lutte. à la lutte, justement, donc avec le milieu de tableau, ils étaient même 9e au mois C'est ça. Bien sûr. au début mai. Janvier, Et- toute cette c'est histoire ça. là. Et voilà, exactement. Et après, ils terminent 6e du championnat 2002-2003, donc très très C'est loin, ça. encore une fois, du champion d'Espagne, hein, que je ne citerai pas pour ne Non, pas... faut le dire, le Et, Real. Ah ben oui, excuse-moi, c'est toi qui le dis, Damas. Donc, Barcelone, Real, tout ça, c'est des petits de la Juve en 2002-2003. Voilà. Et Real de New York aurait pu être champion d'Espagne à la dernière journée. Le match était passé sur Sport Plus. 3-1, le Real gagne 3-1, mais que ce fut poussif. Ouais, clairement. Mais bon. 2003. Attention, non, Reda, il est revenu, il a dit qu'on était les petits de la Juve. Mais franchement, comme dirait un célèbre chanteur, qui se moque de qui quand on voit la finale de Old Trafford, hein. Voilà, 2003, une année charnière dans la carrière de Puyol et l'histoire du FC Barcelone. Tout d'abord, il prolonge. Ronaldinho qui arrive et Franck Rijkaard également qui prend les rênes du club. Damas, le Barça sort de la crise. Le Barça sort de la crise, c'est clairement une révolution ce qui se passe cet été 2003 avec en effet le transfert de Ronaldinho qui nous, Français, a forcément touché. L'arrivée de Carles Puyol avec bien entendu Yann Laporta, hein, qu'il faut quand même signaler, qui va aussi prendre le pouvoir du côté du Barça à la place d'un Gaspard qui est clairement au bout du rouleau. Et Puyol, bien entendu, capitaine. Puyol qui va commencer en effet à justifier le fait qu'il devienne une pierre angulaire de l'effectif du Barça. Hein. Il va être même élu sans contestation pour le brassard. Et enfin, surtout ce passage en défense centrale. Alors, on a mentionné les premières années au Barça, où en effet, il y avait quand même pas mal de remue-ménage par rapport au niveau des performances de Carles Puyol, à la lignée même du Barça, bien entendu. À partir de 2003, Carles Puyol, en effet, en s'installant en défense centrale avec une certaine régularité, va commencer à positionner ses premiers galons comme étant un défenseur central, l'un des points majeurs en Europe. Parce qu'il faut savoir que la concurrence est quand même intéressante, qu'il faut forcément mentionner, dont nous-mêmes, on avait échangé ça au cours de l'après-midi. On a du Cannavaro, on a du Nesta, on a du Jason Terry. John Terry. John Terry, pardon, n'importe quoi, Jason Terry, je parle le tour de... Ah là 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 là. Enfin, bref, c'est un anglais, je m'en bats les reins. Voilà, Rio Ferdinand, voilà. Donc, il y a du beau monde au niveau des défenseurs centraux en Europe. Et maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est où est-ce qu'on met Carles Puyol dans tout ce beau monde? La saison En 2003. retard pour Gilles. l'instant.
Donc, bien Pour sûr qu'il. l'instant, pour Ouais, l'instant. Non, mais Je regarde, attendez. il joue au Barça, il est derrière, je suis Non, mais désolé. c'est pourquoi ça. en retard j'ai crise? Attends. Pourquoi en retard j'ai crise? Tout simplement parce qu'à l'Euro 2004, il est arrière droit dans une Espagne catastrophique. Encore une fois, merci C'est Reda. ça. Il est arrière droit dans une Clairement. Espagne catastrophique. Iñaki 16, qui sera au poste de cette Espagne immonde à l'Euro 2004. Non, Non, vous êtes non, non, non. sévère. Avec Mais Iñaki Saez. je vais terminer mes propos. Lors de ce troisième match face au Portugal, il a osé mettre une défense centrale Juanito avec Elguera. Bon, Elguera, c'est tout à fait compréhensible qu'il y soit, mais Juanito, non et non. Puyol va jouer arrière droit et il va souffrir face à Luis Figo. En un contre un, des crochets intérieurs, des crochets externes. On connaît Luis Figo en un contre un qui va même se rattraper de ce match-là au Nou Camp, la saison 2000-2001, où en effet Puyol va clairement manger Figo en un contre un lors du retour de Figo au Nou Camp. Là, au stade à Lisbonne, il n'y a pas photo. Et Puyol va souffrir et il va échouer. Ouais, je voulais rajouter un petit truc par rapport à cette Quoi saison donc 2003-2004, parce que ça marque peut-être un renouveau du Barça, peut-être sur la scène espagnole, National, parce que ouais. le Barça retrouve les 3 premières places Tout à après fait. une saison terne. Et encore, sur la première partie de saison, c'était pas terrible avant que Davids n'arrive. Exact. Il faut pas l'oublier. Pas mal de Mais défaites. c'est un Barça qui est toujours vierge de trophées C'est depuis ça. encore 5 ans. 99, C'est-à-dire, on peut être un club centenaire comme le FC Barcelone et ne pas gagner de trophée pendant 5 ans, pourquoi pas, hein, c'est un concept. Et en plus, il y a l'Euro où c'est un petit peu compliqué, c'est compliqué pour l'équipe d'Espagne d'Iñaki Saez, qui est aussi l'un des 2 coureurs de tous ces talents que nous allons découvrir, qui vont être Tout à des fait. cadres de la sélection qu'on va voir sur la fin des années 2000. Mais bon, après voilà, vous savez, entre découvrir ces joueurs-là et les faire Performé. performer justement en sélection de jeunes, c'est une chose. Mais après, passer le cap des A, et c'est vrai qu'on est sévère avec Iñaki Saez parce que c'est vrai que son équipe d'Espagne 2004 a fait vraiment beaucoup parler avec beaucoup de choix qui ont Oui. même en y repensant, oui, des choix qui ont été vraiment bizarres, hein, effectivement. Mais non. Entre autres par rapport à tout ça. Effectivement, donc Carles Puyol, en 2004, voilà, on a fait une liste de défenseurs centraux. Il est derrière parce que déjà, il n'est pas forcément considéré comme un défenseur central à part entière. Et de Tout à fait. deux, les références espagnoles et européennes manquent également aussi à cette époque-là. Exact. D'où cette fameuse saison, bon déjà 2004-2005 où il est très bon, définitivement capitaine, définitivement défenseur central, et puis la saison 2005-2006, celle où le Barça rayonne sur tous les plans. Puyol est celui qui joue le plus de matchs, 50. Nams, ça y est, Puyol est définitivement très 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 fort. Ah ouais, là, c'est un patron. Et là, il rentre dans la cour des grands. Et là, c'est pour moi, la première des 2 fois qu'il va faire ça, c'est qu'il rend le joueur à côté de lui, le joueur qui est à côté de lui, il le rend fort. Souvent, c'était Oleguer qui jouait. Bon, il y avait aussi Edmilson, parfois Edmilson qui jouait, Marquez en sentinelle, ou Marquez qui jouait des fois en défense centrale, mais Tout à souvent c'était Oleguer, Puyol, et Puyol sublimait Oleguer. Comme il le fera plus tard avec un certain Gérard Piqué, Tout à fait. il est tellement fort, cette saison-là, il est tellement fort c'est lui le chef de meute, c'est lui. Alors, des fois, il sera quelquefois en difficulté. Je pense à cette victoire de l'Atlético au Camp Nou où Torres marquera et Puyol sera un peu dépassé. Absolument. Mais sinon, globalement, c'est un chef. Pour le dribbler, il faut y aller. Là, c'est l'avènement d'un chef. Il est installé, comme a dit Reda, définitivement capitaine, définitivement un chef, définitivement le leader. Le capitaine est catalan, tout le monde s'identifie à lui. C'est l'avènement d'un grand. C'est l'avènement d'un grand. Et pourtant, il n'était pas destiné à être l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Et il fait partie des tout meilleurs. Parce que je pense que 2005-2006, Terry est dans le top 3, mais Puyol l'est aussi. Derrière, on peut peut-être mettre aller Cannavaro ou Nesta, peut-être plus Cannavaro. Mais Puyol est présent. Puyol, son nom compte. Son nom compte et il faut le respecter. Il y a Ronaldinho, il y a Deco et il y a Puyol, Damas.
En effet, il y a du beau monde qui arrive au Barça. Si on se rappelle bien pour la période été 2004, qui était un été aussi foudroyant du côté de la Porta, qui a ramené de noms très importants. Edmilson, Belletti, Larsson, Deco, Silvinho et bien entendu Samuel Eto'o avec son transfert à 24 millions d'euros. Mais par rapport à Puyol, qui est aussi concrètement donc une part de l'image du club avec Xavi, ce qui est marquant avec lui au poste de défenseur central, c'est que Puyol, dans les confrontations face aux autres neufs, je parle bien, il y a un joueur qui va beaucoup le toucher, c'est Didier Drogba. Les confrontations qui a eu lieu au cours des milieux des années 2000 face à Clairement. Chelsea. Oh, mais Oui, oui. ça a été un super spectacle qu'on a vu. Et Puyol va souffrir face à Didier Drogba qui va même le considérer comme l'un des neufs les plus redoutables qu'il a Tout affronté. à fait. Nous, sur Canal+, on s'est régal. Les libéraux, encore une fois, on est au top. Et cette confrontation, Puyol, Drogba, mais aussi en championnat. N'oublions pas ce que le Barça subit aussi lors des confrontations en championnat avec l'Atlético, on a bien Nams a parfaitement mentionné, et Ronaldo, R9, hein, Ouais. le 1+2, Ronaldo va l'humilier. Ouais. Mais en fait, Puyol, dans les confrontations 1 contre 1, mais quand tu le dépasses, mais Puyol, il prend vraiment tout. YouTube, Parce on qu'il s'en donne souvient tout, en tous. fait. Mais voilà, tu vois, Oui, en fait, tout, clairement. mais vraiment, il fait pas semblant. Il fait pas semblant. Moi, j'imagine pas les ambiances des Brésiliens. Ils perdent 2-0 dans les vestiaires et Puyol, il est vénère et les mecs, ils commencent à sourire. Ça peut mal se passer. Ça peut très mal se passer. Mais soyons objectifs pour terminer mes propos. La période Richcard avec Puyol, exceptionnelle. Exceptionnel. Le niveau de jeu qui va atteindre, et même en termes de dimension, quand on parle de leadership, c'est pas uniquement qu'au travers des coéquipiers. Les adversaires commencent à vous regarder différemment quand vous venez dans votre zone de terrain. Et c'est important quand on est défenseur que psychologiquement, on puisse atteindre son adversaire. Et à ce sujet-là, Puyol rentre dans les critères. Il est également, sur la suite de cette saison, le défenseur titulaire en sélection nationale pour la Coupe du Monde 2006. J'ai le Christ, mais Zidane est trop fort. Zidane est trop fort hein, sur cette rencontre. L'équipe de France est beaucoup plus forte hein, et beaucoup plus expérimentée que cette équipe d'Espagne, Tout à fait. qui voilà, a eu aussi quelques petits soucis en interne. Hein. On a reparlé de cette équipe d'Espagne qui perd sur la saison 3 des libéraux, avec Raoul qui a mené une sorte de mutinerie avant le Espagne-France, aux côtés de Michel Salgado, entre autres. Mais voilà, en défense, les rôles sont bien distribués. Sergio Ramos joue latéral droit et Carles Puyol joue défenseur central au sein de cette équipe. Hein, Tout à fait. où à gauche, c'est voilà, Mariano Pernia avec son pied gauche Exact. très impressionnant du côté de Retafe avant d'aller du côté de l'Atlético de Madrid. Mais voilà, c'est vrai que cette équipe d'Espagne qui était favorite justement et qui faisait partie des très belles équipes de ce mondial et qui après derrière fait un très beau premier tour, mais tombe sur un os contre cette équipe de France où justement, si vous vous souvenez, hein, le deuxième but de Patrick Vieira vient après une faute, un bloc de Thierry Henry sur un bloc de Carles Puyol sur Thierry Henry, où Thierry Henry en rajoute quand même un petit peu énormément, mais en disant que c'était dans la continuité de la finale de la Ligue des Champions 2006 au Stade de France, où justement les différents blocs que Carles Puyol lui a mis dans cette finale-là, où il n'est pas tombé, et ben là il a voulu prendre un petit peu sa revanche et là l'Espagne perd le coup, alors que à Paris, au Stade de France, Puyol est sorti victorieux de ce duel avec Thierry Henry, où Thierry Henry a malheureusement raté son rendez-vous avec l'histoire. C'est tout. Globalement, sur la période 2006-2008, même si les résultats sont moins bons collectivement, Puyol s'y retrouve. Il est dans l'équipe type, par exemple, de l'année de l'UEFA 2005, 2006, 2008. 2007 et 2008, il est dans le 11 de la FIFA. Je ne mentionne pas ces distinctions par hasard, c'est juste pour vous montrer que dans l'esprit des gens de l'époque, les gens qui suivent le foot de ce moment-là, Puyol est une évidence. Nams, c'est l'un des meilleurs au monde. Enfin, non, ma question c'était, c'est le meilleur du monde. Non, en fait, là, je vais te relancer. À ce moment-là, en 2008, on a qui? On a John Terry, Cannavaro, Vidic, Ferdinand et Puyol. Voilà, Puyol, il est où dans ce laps dans ce top? Ouais, il est dans leur catégorie, mais c'est vrai qu'il a peut-être pas encore il a pas ce même respect, tu vois, quand on prononce son nom,
tu prononces son nom en 2008, Puyol, il est très fort. Mais tu sais, quand tu prononces Terry, tu te dis, ouais, oh, Terry, non, Terry, c'est un truc de fou, tu vois. Et c'est, Oh, bah, c'est vrai. arrêtez. Non, mais c'est Parce vrai. qu'il est anglais encore là. Non, non, si, c'est vrai. 2004-2006, Terry, c'est quelque chose. Parce que je te jure que c'est vrai que, tu vois, par exemple, c'est juste, voilà, comme tu l'as dit, cette période 2004-2006, Terry, il éclipse tout le monde. Oui. Regarde, Et comme moi, tu j'ai l'avais. dit 2006-2008, ma question. Oui, Ah oui, même deux- mais, attends, mais parce que, 2006. attention Nams, il faut Oui. dire aussi que Ronaldinho aspire l'âme de John Terry, le meilleur défenseur d'Europe, Vrai. lors de la confrontation contre Chelsea-Barcelone Chelsea. 2006. Hein. Absolument. Ça, il faut- C'est vrai. Aspire l'âme, tu as dit aspirer. Mais regarde le but de Nams où là, c'est Ronaldinho en duel avec Terry. Terry est à genoux devant Ronaldinho avant de Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que 2006-2008, c'est vrai que Puyol, il est plus qu'impressionnant. Je pense que ouais, son euro est très, très, très impressionnant. Et c'est vraiment, à chaque fois qu'il gagne, bah, il est indispensable. Toujours. Ouais. 2006, il est très important dans le succès. Tant Liga, Ligue des Champions, le doublé du Barça, il est très important. L'Euro 2008, très important, équipe type. 2010 encore, équipe type. Il est toujours très important et c'est vrai qu'il répond toujours présent dans les moments clés. Donc c'est vrai qu'en 2008, on peut peut-être penser qu'il est le meilleur, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est pas trop Ouais. ce qui se faisait ressentir dans le monde du football, tant par les pairs que les supporters, c'est pas trop ce qui ressortait à l'époque, je trouve. Exactement. Mais non, mais je voudrais quand même, pour qu'on aille un petit peu vite, c'est juste voilà, un petit focus sur l'Euro 2008 parce que le dernier Euro qu'on a vu de l'Espagne était catastrophique et Puyol était arrière droit. Puyol siffle la fin de la récréation, il est défenseur central, l'Espagne gagne. Alors bien sûr, c'est une génération exceptionnelle, mais une génération avec laquelle il est intimement lié depuis le début chez Christ. Oui, intimement lié, en plus avec cette paire qu'il fait avec Carlos Marchena de Valence, qui marque énormément d'autorité durant cette compétition et Absolument. dans laquelle aussi, voilà, il y a encore un joueur comme Sergio Ramos qui est latéral droit. Hein, et qui est voilà donc est aussi un petit peu qui met un petit peu sous sa coupe dans cette compétition et un tournoi qui est incroyable parce que effectivement, ces deux garçons que sont Marchena et Puyol sont les patrons de la défense et ce sont des mecs qui n'ont quasiment pas bougé hein, Rien. dans cet euro et qui n'ont quasiment rien concédé. Rien. Et il faut le dire, effectivement, parce que il y aura cette série qui va commencer à partir du but de Zinedine Zidane En en 2006. 2006 au bout des arrêts de jeu, dans les confrontations directes, Incroyable. ces joueurs-là ne vont pas concéder de but. En tout cas, sur tout l'Euro 2008, ils ne vont pas concéder de but. Ils vont aller au tir au but contre les Italiens, 0-0. Ils vont marcher sur les Russes qui ont été impressionnants les tours d'avant. Ils vont leur mettre 3 buts, ils ne vont pas concéder de but. Et contre les Allemands, en finale, ils ne vont pas concéder de but. La victoire de cette équipe d'Espagne, dont on parle en termes de maestria offensive, de jeu collectif assez impressionnant, elle est construite d'abord par une défense centrale qui est Intraitable. solide, intraitable et Ah oui. qui ne concède pas de but. Pour l'anecdote, Marquena et Puyol sont en défense centrale au moment où ils jouent la finale des Jeux Olympiques 2000 contre le Cameroun. Mais justement, c'est même ça encore une fois qui va lancer l'hégémonie de Carles Puyol en tant qu'individualité. Il faut se souvenir, bien entendu, que c'est le style du Barça qui règne du côté, bien entendu, du côté de l'équipe d'Espagne, soyons clairs. Et en plus de ça, pas pour encore. 2008. Pas pour 2008. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Pas pour 2008, ouais. en effet. Mais Puyol va se démarquer par ses performances individuelles. Moi, Miroslav Klose, je l'ai pas vu. Klose, terminé. Tous ces mecs-là, fini. Ici, on déborde encore une fois pour le Mondial 2010. Vous avez vu l'Espagne souffrir durant une confrontation? Parce que là, on est dans une situation où c'est les Espagnols qui ont le ballon comme convenu avec en effet l'aspect Titicaca qui est clairement mis en avant. Et c'est vrai qu'il y a, après, c'est vrai qu'il y a ce quart avec le Paraguay, Cardozo. On n'est pas encore en 2010. Allez, voilà. Voilà. En tout cas, par rapport à l'équipe espagnole, c'est une évidence que Puyol a clairement ses marques. Et là, il s'impose, on peut le dire, comme étant numéro 1 au niveau des défenseurs centraux en Europe et même dans le monde. Oui, quelqu'un qui met Puyol en première place 2008, sur cette période 2008-2010, rien à dire. Par rapport à l'équipe d'Espagne, non, pardon, par rapport au Barça cette fois-ci. Si on revient sur cet aspect-là, où là c'est une autre génération qui commence à arriver avec Guardiola aux manettes, qui met clairement dehors Ronaldinho, qui veut mettre dehors Eto'o, mais la personne qui fait l'unanimité en tout point, Carles Puyol, imbougeable. Et
Et par rapport à ça, le fait que ce soit lui qui soulève 6 titres en étant aussi performant durant tout le temps, parce que il faut quand même se souvenir que Carles Puyol ne se blesse pas durant toute cette période. On est encore une fois dans des séquences où il est dans des saisons à plus de 40 matchs, voire 50 matchs, Carles Puyol. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Et c'est pour ça que une personne qui le place en tant que numéro 1 durant toute cette période 2007, voire jusqu'à 2010, rien à dire. Nous sommes désormais à l'été 2008. Pep Guardiola prend les rênes du FC Barcelone. On ne le sait pas encore, mais on va être les témoins de la très probable plus grande équipe de l'histoire de club. Le Barça va absolument tout gagner et avec la manière. Et le capitaine de cette équipe exceptionnelle, c'est Carles Puyol, Nams. Oui, c'est son règne. Il prend tous les trophées, tout ce qu'il y a de plus beau, Euro, Coupe du Monde, Ligue des Champions et des matchs d'anthologie. Il répond présent quand son équipe est en difficulté. Ce Real Barcelone, désolé, je l'écris, Non, on s'excuse pas, on s'excuse pas. Ouais, ils sont débraillés. de 2009, hein, cette tête, vous voyez comment il saute, ce coup de tête rageur pour le mettre de 1-2, pour donner l'avantage à son équipe. C'est ce coup de tête, c'est très significatif que c'est lui qui donne l'avantage à son équipe. Ouais, je pense à ça, je pense aussi à cette demi-finale contre l'Allemagne. Il est tout petit, le type. Hein, si tu prends Puyol, tu joues à FIFA, là, tu joues à FIFA 11, FIFA 10, FIFA 12, t'as un corner, tu joues avec Puyol, mais tu marques pas. Mais lui, ce type-là, il va au duel avec des gaillards, des Mertesacker, des mecs qui font 1m90, voire 2 mètres. Et le mec, il est broie au duel. Le mec est tout petit, mais bon, 1m78, ça va, mais non, pour un défenseur central. Ouais, c'est ça, parce que je pensais aussi à Ivan Cordova qui était tout petit, qui avait une détente folle. Une détente de fou. Un Roberto Ayala également aussi. C'est ça sûr. aussi. Cannavaro, oui. C'est défenseurs plus ou moins pas très grands, mais qui ont une détente de fou. Mais lui, ce type-là, il arrive à se faufiler, à mettre un coup de boule rageur, gagner 1-0, et c'est toi qui qualifies ton pays pour la première finale de Coupe du Monde de son histoire. C'est très significatif, encore une fois, que ce soit lui qui marque. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, hein. Ça aurait pu être Ramos ou un autre, ou Capdevila ou Piqué. Non, c'est Puyol. Non mais Nams, en plus sur ce but en 2010, regardez la détente qu'il a et surtout en confrontation face à Mertesacker en plus dans le duel. Mertesacker qui fait presque moins de 2 mètres, il y a 20 cm d'écart par rapport à ces deux individus et c'est Puyol qui passe devant à la 73e minute, un but méga important. J'aimerais revenir un peu sur le début de la période Guardiola parce que Puyol va également se démarquer par sa capacité de couverture. Ah oui, c'est ça la question que j'allais poser. Ah, justement, excuse-moi Damas, parce que ce qui est intéressant, au-delà du fait qu'il appartienne à une école de défenseurs centrales petits, entre guillemets, de 78 avec les Cannavaro, même plus loin, les Baresi, Chirea, vous avez cité des joueurs très petits et ça c'est très intéressant de voir que ça ne le dérange pas. Mais ce qui est très intéressant avec la façon de défendre de Puyol, c'est qu'il est à 35 mètres du but et c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ça veut dire que la qualité de préparation qu'a ce joueur est tout simplement exceptionnelle. La rigueur qu'il a appliquée au tout début de sa carrière, ça paie quand maintenant les années commencent à arriver. On est 2008, 2009, la trentaine donc est révolue. Et il produit des courses que des mecs de 25 ans, 26 ans n'arrivent pas. Je pense bien entendu à Metzelder qui a joué du côté du Real Madrid de Gilles, qui a clairement souffert durant plusieurs confrontations. Mais c'est pas pareil de jouer face à Messi, de jouer avec Messi que de jouer face Carles Puyol, que ce soit en couverture côté droit, côté gauche, en un contre un, l'effort que vous devez y mettre pour le déborder, je vous souhaite bien du courage. Et il va même attirer la louange de plusieurs, en effet, protagonistes en défense centrale. Moi, j'ai Franco Baresi qui va dire Puyol mettait son visage là où n'importe qui aurait eu peur de mettre le pied. Mais ça prouve l'individu qu'il est durant cette période-là, bien entendu. Moi, je vais terminer avec ça par rapport à mon intervention. Oh purée, j'ai même zappé ce que je voulais dire. Enfin bref, peu importe. Voilà, magnifique. C'est encore une fois un autre aspect qui est pertinent à prendre en compte. C'est en finale de Ligue des Champions 2009, qui joue arrière droit? Qui se retrouve 10 ans plus tard à la position d'arrière droit, à la demande de Guardiola, avec en effet Daniel Alves absent? C'est Carles Puyol. Et il joue la finale de la Coupe du Roi arrière gauche. Arrière gauche, Gilles. Arrière gauche. Oui, clairement, il faut en parler. Suisse. Et il répond présent. Justement. Il est fort à 35 mètres, à 20 mètres du but.
il est fort dans la surface, il peut jouer à droite et très bien. Et là, personne de sa génération, et je suis catégorique, n'est aussi fort, aussi polyvalent et fort dans la polyvalence que lui. Tu en penses quoi, Chris? Ben, je suis tout à fait d'accord parce que c'est vrai que quand on a une discussion sur les grands défenseurs centraux et sur les défenseurs de façon générale, on a appris à parler d'eux dans une voilà donc dans une période où, par exemple, avec Gérard Piqué, son nouveau compère de défense après Raphaël Marquez, Edmilson, etc., défendent à plus de 40 mètres du but, avec vraiment de l'espace hein, derrière le dos. Et c'est pas forcément évident de défendre dans ces conditions-là, en Tout à reculant fait. dans des situations de contre-attaque qui sont très rapides pour les équipes adverses, Vraiment. puisque le Barça a le ballon. Mais voilà. Mais quand on parle des défenseurs centraux, moi, ce que je reproche à beaucoup de défenseurs centraux aujourd'hui, et même sur la période de la décennie d'après, 2010, etc., je ne vais pas citer de nom ici, c'est qu'il y a beaucoup de faiblesses pour certains défenseurs qui sont très bons, voilà, donc à plus de 50 mètres de leur but, mais dans la surface de réparation, manque de qualité, manque de consistance. Allez, de qui je suis en train de parler Voilà, je ne vais pas Non, parler, il je vais pensait davantage à quelqu'un qui est quadruple vainqueur de la Ligue des Champions et champion du monde. des champions et champions du monde, et qui peut être considéré comme un des plus grands défenseurs de l'histoire, mais qui ne l'est pas. Pourquoi? Parce que dans la surface de réparation, là où le défenseur central doit être un homme de vérité, mais il n'est pas présent. Alors que Carles Puyol, lui, il a cette capacité-là à défendre dans la surface de réparation, Ah là là, à c'est mauvais. mettre aussi en péril, à se mettre en péril et dans des situations où le défenseur, où l'attaquant peut tirer dans la surface de réparation, jeter un tacle glissé et être propre dans son intervention et être décisif. Et Carles Puyol, il n'a pas cette difficulté-là, que ce soit à 10 mètres de son but, 20, 30, 40, 50 mètres de Ouais, son but, toutes les à configurations. adapter son style de défense avec aussi un défenseur qui, lui, sera plus propre dans la relance, plus technique et sur lequel, justement, il fait une parfaite complémentarité dans ce Barça-là qui a des standards qui sont incroyables Incroyable. en Liga et après qui, sur la scène européenne, en 2009 et surtout pour moi en 2011, sont sans commune mesure, même si Oui. lui, il est un peu moins présent sur l'année 2010-2011 pour des raisons justement qui sont liées après ce mondial 2010 où il a, on va dire, touché le sommet du football mondial. Bien Alors, sûr. c'est pour ça, moi, je pense qu'il est le meilleur de toute sa génération. Là, on a parlé de tout ce qui est Terry, Ferdinand, Nesta, Cannavaro. Il a été performant dans des dispositions dans lesquelles les autres n'ont pas pu être bons au cours de leur carrière. Et ça, c'est toute une grosse différence parce que Puyol jouait sous Del Bosque, jouait sous Guardiola, jouait sous Rijkaard et gagnait avec les trois de trois manières différentes. Je trouve que Incroyable. c'est quand même assez incroyable. C'est une période aussi dans le Barcelone de Guardiola où il a brillé par son leadership et son charisme. Puyol, c'est la classe, toujours là à haranguer, à replacer ses coéquipiers, à les engueuler quand il chambre l'adversaire. Tout à Euh, fait. c'est une autre façon de voir le football. Il donne absolument tout, Nams, et il aime ce sport. Ouais, il est recadré aussi quand ils font les fiottes. C'est quand, ouais, non, mais il y a un briquet. Ah, vas-y, joue, ferme ta gueule, là. Joue, replace-toi, là. Replace-toi, là. Il a pris le briquet, il l'a jeté, tu vois. Ça, c'est, il n'y a pas le temps pour, Oui, les danses des Brésiliens c'est ça. Alves, C'est ça, avec c'est ça. Et Tout à fait. c'est un mec tellement, tellement impliqué, tellement professionnel. Et il y a un truc très important chez lui. Cette anecdote, faut que j'en parle, c'est que je l'avais vu sur Barça TV. Et il racontait, il disait, ben voilà, je suis un peu plus vieux, il a approché la trentaine, je suis un peu plus vieux, je dors tôt. Quand je mange, je bois toujours de l'eau. Je mange à telle heure, je m'endors à telle heure, et ça me permet de récupérer plus vite. Il connaît son corps, et ça lui a permis quand même de durer bien longtemps, jusqu'à ce que son corps lâche. Ça lui a permis d'être vraiment présent. Et ça, vraiment, c'est un joueur, quand tu vois son hygiène de vie, ben, et que tu vois sa carrière, ben, t'es pas forcément étonné. Il respecte son corps, il respecte le football, il respecte son jeu, et c'est quelqu'un, c'est un joueur, c'est vraiment le joueur qu'on peut dire qu'il est exemplaire et vraiment irréprochable. Quel plaisir de le voir champion du monde, Damas. La consécration, concrètement la consécration au poste de défenseur, l'amour que nous avons pour les défenseurs, si on fait un peu en effet la comparaison avec d'autres, Rio Ferdinand, mondial 2010, j'ai pas envie d'en parler. Fabio En Cannavaro, 2008, il est où? non mais déjà ils sont éliminés, déjà ils font même pas, ils sont en éliminatoire sont contre la pas là, Ils Croatie. sont pas La Croatie, qualifiés. C'est des bolos. Croatie, La Croatie, c'est des bolos ces mecs-là. Enfin bref, peu importe.
Cannavaro est littéralement cuit au Mondial 2010, comme toute l'Italie quand ils vont en Afrique, ça c'est une évidence. Et pour terminer... Et pas que dans le football, hein, les voilà, merci, C'est ça. merci. Ils Pas sont que cuits dans en le Af- foot. Ils sont cuits en Afrique, comme par hasard. Et c'est un hasard. L'Italie et l'Afrique, ça ne passe pas. Mais Carles Puyol, en Afrique du Sud, va clairement montrer la différence justement au niveau des duels qu'il a avec ses autres grands défenseurs de sa génération. Pourquoi ? Parce qu'il va continuer à être performant à l'âge de 32 ans. Je vous rappelle que Puyol est né avril 78. Et ce qui est intéressant, c'est surtout sur la durabilité, dans le fait qu'il puisse tenir physiquement face à des joueurs un peu plus jeunes, bien entendu. Il y a des matchs clés. On a parlé de la demi-finale avec ce but exceptionnel face à Mertesacker, bien entendu, face à l'Allemagne, qui doit s'incliner. Mais en finale 2010, un match qui compte pour nous tous, bien entendu. Carles Puyol en duel avec Arjen Robben, il va prendre un carton jaune très rapidement. Il y a une action clé où Robben va encore une fois partir au but et Puyol va le ralentir, mais avec une malice. On est à la limite. On est vraiment à la limite du rouge. Et si Robben tombe, ce serait normal qu'il se fait rouge. Mais de qui on parle ? On parle de Carles Puyol, finale de Coupe du Monde, suivi par plus de des milliards de téléspectateurs. Et là, on est dans une situation où c'est dur cette fois-ci de sortir Puyol. Et Puyol va ralentir Robben, qui doit encore aujourd'hui regretter une telle action. Et quand on est défenseur, c'est normal d'être éliminé. Mais tout dépend de la manière avec laquelle t'es éliminé. Et Piqué va en effet gêner sur cette fameuse action au Robben. Et en plus, Robben va prendre un jaune en plus après. Non, c'est de la malice, c'est du jeu, c'est du football. Dans une génération, dans une période où on va moins starifier les défenseurs, c'est une évidence aussi. Et ben Puyol va prendre le titre ultime avec la Coupe du Monde qui va soulever. Ça va surprendre quand même pas mal de personnes de voir Puyol devant, où il a été pas mal décrié en se disant c'est pas le joueur le plus technique de cette équipe espagnole ni de l'équipe du Barça qui se soulève. Et ben c'est lui qui est devant. Carles Puyol, c'est tout. À un moment ou à un autre, même si pas mal de personnes des libéraux ne le mettaient pas dans le 11, quand tu fais le bilan à la fin, frère. En 2011, quand le FC Barcelone gagne la Ligue des Champions, malheureusement, lui, de son côté, il connaît beaucoup de blessures, mais il entre quand même en jeu pour les dernières minutes de la finale. Il fait quoi avec la coupe ? Ben, justement, là, c'est un grand moment de sport, hein. Bon, après, pour le storytelling de cette Ligue des Champions 2011 avec, j'allais dire, la tumeur au foie d'Eric Abidal, Bien sûr. c'est l'un des pires moments de ma vie de madrilène, les moments d'émotion qu'il y a eu sur le match retour, sur la demi-finale, le tour d'avant, quand déjà Abidal rentre sur le terrain après donc cette première enfin le traitement de cette première tumeur, et sur la finale effectivement Bien sûr. Puyol est à cette époque-là est un des rares capitaines de l'équipe du Barça à avoir soulevé la Ligue des Champions, hein. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il donne à Eric Abidal l'honneur de lever le trophée. C'était, oui, c'est ça, du côté de Wembley, en tant que capitaine de cette équipe du Barça, pour montrer, on va dire, que le combat qu'Eric Abidal a eu était même plus grand que la saison Exact. du FC Barcelone 2010-2011, qui est une saison Énorme. qui rentre dans les annales. Ça montre la grandeur du monsieur. La grandeur du monsieur qui, je vais faire une petite parenthèse parce que ça me plaît de le faire, notamment avec l'équipe d'Espagne, et aussi sous les ordres d'Icar Casillas. Parenthèse refermée. Non, pas sous les ordres. Ça, c'est n'importe pas sous les ordres. Sous sa coupe. Non, Reda, s'il te plaît. Il a dit ça. Sous son capitana. Voilà. Il a dit ça comme- Sinon, dans les chambres, c'est Casillas, Puyol et Xavi qui décident. Il a dit ça, ensemble. il a dit ça comme si c'était son patron. C'est un général. L'aspect, la Bon, hiérarchisation. Mais dans la hiérarchisation, excusez-moi, qui est le capitaine, qui est... Monsieur, la sémantique, s'il vous plaît. La sémantique. mais la sémantique a un sens, et justement, c'est pour ça que je me suis avancé de cette manière-là. Et c'est pour ça que je me permets de réagir. Vous avez réagi, mais j'ai le droit de ne pas être forcément d'accord. Mais voilà, revenons sur la carrière en club de Carles Puyol, et cette année 2011. Ils sont au sommet du football. C'est l'une des plus grandes équipes de l'histoire. C'est les Beatles, c'est les Rolling Stones, c'est tout ce que vous voulez. Mais le chef d'orchestre, c'est Xavi en termes de jeu. Mais après, voilà, le chef de meute, c'est Puyol. Donc, Chef de meute. Exactement.
Là, il y avait la considération du terrain. On parle de défenseur central, etc. On dit qu'il fait partie des meilleurs du monde, peut-être même le meilleur du monde. Mais c'est vrai que en tant qu'homme de club, voilà, il prend une dimension qui est encore supérieure, Carles Puyol. Et c'est là où, en fait, il se place encore plus au-dessus de tous les défenseurs dont on a parlé depuis le début de cet épisode. Tout à fait. Sa fin de carrière est malheureusement ruinée par les blessures répétitives. Oui, pourquoi tu rigoles? Non, mais c'est bien. Mais parce qu'on parle de fin de carrière. Oh, bah oui, c'est ça. Fin de carrière, on pense tous à ça. On pense tous à ça. Bah, Di Maria. En fait, je pense à ça, mais pas seulement parce que, petite parenthèse, chose qui m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu le match, c'est que l'arbitre siffle la mi-temps, et il y a il y a le banc qui se roule par terre. Mais il y a absolument personne qui va le voir. Il y a personne qui va le voir. Et t'as Piqué, je crois que c'est Piqué et Ramos qui le regardent en mode, regarde-moi ce mytho là. Vas-y, venez, on se barre, les gars. On va au vestiaire, on le laisse par terre. Et tu et ça m'a beaucoup fait rire. Ça m'a beaucoup fait rire. Mais vraiment, ce que Di Maria lui a fait, ça arrive, hein, c'est le football. T'es défenseur, t'es sujet à ce genre de choses, hein. Et lui, il a jamais peur d'aller au duel. Mais c'est vrai que c'est mythique. En plus, ça arrive en 2013. On est vraiment dans l'ère des réseaux sociaux, de YouTube à fond. Exact. Donc forcément, c'est quelque chose qui est Les réseaux resté. sociaux dont il n'a absolument rien à foutre, hein. Lui qui a la même coupe de cheveux depuis ses 12 ans, c'est le terrain qui parle, et c'est finalement ça aussi le football de notre enfance, c'était ça qui comptait. En fait, je vais vous dire, hein, je vais être honnête avec vous, j'avais dit ça à Damas tout à l'heure en off. Quand je me suis replongé un petit peu dans l'histoire de Carlos Puyol, ça m'a encore plus dégoûté du football d'aujourd'hui parce que concrètement, il représente tout ce qui se faisait à l'époque de bien. C'est-à-dire qu'il n'y a que le terrain qui compte, il n'y a que la performance, il y a l'envie de progresser systématiquement. L'erreur ne te rabaisse jamais. Tu vas toujours essayer d'haranguer tes copains. C'est le respect de l'adversaire. Le football. Et Carles Puyol, c'est ça. Carles Puyol, c'est ça. Et ça, franchement, c'est quelque chose qu'il faudra vraiment garder dans ce podcast-là et dans sa carrière. Et s'il nous écoute, je ne sais pas, mais en tout cas, merci pour tous ces moments. Et c'était important de le rappeler. Il aurait aimé jouer jusqu'à 40 ans, malheureusement, ça n'a pas été possible. Exact. Moi, j'ai juste une petite dernière question. Avec qui il a formé la meilleure charnière centrale? Parce que, mine de rien, il n'y a pas de charnière connue, enfin mythique, entre guillemets, avec Puyol, si ce n'est celle avec Piqué, peut-être. Vous pensez à quelle charnière? Tu as parlé de Marquena, toi, Gilles Christ. Marquena avec l'équipe d'Espagne, effectivement. Mais après, voilà, c'est vrai qu'avec Piqué, c'est celle qui a été celle sous Guardiola, donc du coup, qui va parler peut-être aussi à la jeune génération. Mais moi, j'ai une préférence très nette et très affichée pour Rafael Marquez. Oh, t'es mon frère. Ah ouais, t'es mon frère. Avec Carles Puyol. Encore une fois, la qualité de défenseur, relanceur qu'est Rafael Marquez, le joueur élégant qu'il a été. C'est que cheval. Magnifique. Ouais. Alors, voilà, on est très loin des standards de joueurs qui sont venus, hein, mais qui avaient de la qualité. Je pense notamment à Gabriel Milito, qui est venu de Saragosse, qui a été très mauvais à Barcelone. Bien sûr, qui a échoué, crée l'échec en plus. Mais voilà, avec Rafael Marquez, moi je suis désolé. Là, on touchait des sommets de finesse technique, notamment par rapport au jeu déjà du Barça de Rijkaard. Et aussi un petit peu avec Guardiola, puisqu'il a joué à cette époque-là. Et non, moi je suis vraiment très heureux d'avoir vu Marquez et Puyol du côté de Barcelone, à mon grand justement désarroi, puisqu'en tant que supporter du Real, il a fallu serrer les dents sous la période de Rijkaard et après sur la période Guardiola. Ah ouais, pas facile, hein. Pas facile du tout. Non, mais ça me fait vraiment plaisir que Gilles Christ ait mentionné Rafael Marquez dans cet épisode-là, parce que c'est un joueur que nous aimons tous, qui nous a tous impressionnés à chaque mondial que nous avons vu à la télé. Quel charisme! Il fallait forcément mentionner un petit coucou à Rafael Marquez. Moi, pour ma part, bien sûr, ce qui va le plus rester, c'est Piqué et Carles, bien entendu. Mais je vais quand même suivre Gilles. Ils sont champions du monde ensemble aussi, parce qu'il n'y a pas que la victoire avec Guardiola, ils sont champions du monde ensemble. Bien sûr. Donc c'est en tout point. Ouais, ben oui. Objectivement parlant, ce sont eux qu'il faut bien entendu retenir. Moi, à titre subjectif, Marquez et Puyol, c'est... Oh là là. Parce qu'en même temps, cette équipe-là, en même temps, parce qu'il y a Eto'o et Ronaldinho, frère. En fait, les confrontations qu'ils ont eues, qui m'ont vraiment marqué, où il y avait en effet un aspect d'équilibre avec les duels avec Chelsea, les duels avec le Milan AC au premier tour aussi, de Tate, que nous saluons, avec Shevchenko, les confrontations 2006. Le parfum est... Moi, c'est
Ouais, moi, Marquez et Puyol, c'est les confrontations Shevchenko, Drogba, Ronaldo, frère. Moi, non, vas-y. Ouais. Toi aussi, Nams. Toi aussi, Nams, on a compris que c'était Là, Marquez et Puyol. là, aux yeux des auditeurs, je vais passer par un suiveur, là. Je vais passer par un On suiveur. s'en bat les reins. Si je parle de la raison, c'est Puyol, Piqué, en termes de raison. Mais voilà. Bien sûr, bien sûr. Mais le cœur, si je parle du cœur, c'est Marquez Puyol. Comme le disait Damas, Marquez, on l'aime depuis division 1, comme on dit à l'époque. T'as vu? Première saison à Monaco, il est meilleur joueur étranger du championnat, meilleur joueur du championnat. Oui, meilleur joueur étranger du championnat dès sa première saison. Et il va au Barça. Il est impressionnant. Et la complémentarité des deux. Donc il y a le stopper qui est Puyol. Et tu as le relanceur. Et même qui est Puyol, Rafael Marquez. et même Marquez en un contre un, c'est pas non plus un bolos. Ah oui, clairement. C'est ça. Et Ah non, c'est non, ça. non. Puyol qui n'est pas un bolos à la relance non plus, attention. C'est hein. ça, c'est ce que j'allais Exactement. dire. C'est ce que j'allais dire. C'est justement, comme on l'a dit même en début de podcast, sa progression. Ouais. Tout son jeu a progressé. Au début, c'était pas un genre un peu brut, un joueur qui va tacler, mais il a appris à jouer sous Ricard et sous Guardiola. Il a travaillé sa relance courte, relance au sol, longue relance. Et c'est très fort. Hein. J'ai en tête cette roulette qu'il fait là contre l'Ukraine en 2006. Ouais. Juste avant le but. Ouais, c'est ça. Et quand tu le vois débuter en 2000, en 99, tu le vois débuter en 99-2000 et tu le vois faire ça en 2006, tu te dis waouh, ouais, le mec il a fait du chemin. Le mec a bossé, le mec a fait du chemin parce que pour faire ça, c'est pas du hasard, c'est pas un geste que tu tentes au hasard, ça. Juste une toute Clairement. petite anecdote. Le joueur préféré, le joueur qui l'a le plus inspiré, c'est Rigobert Song. Moi, j'étais cuit quand j'ai appris cette information. Ouais. Oh, Et oh, oh. je sais pas, mais attention, Damas, hein, par rapport à cette affirmation, j'ai essayé de voir la source précise de cet article. On donne C'est on l'oncle prête une de citation Rigobert à- Song. Effectivement, on prête une citation à par rapport à Arrêtez. Rigobert Song, mais je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, si c'est vrai, Oh effectivement. non. Moi je. Parce que le duel, il a dit ouais, le duel avec Oliver Kahn, tout ça, j'ai kiffé et tout en 2002. On se souvient de cette confrontation Cameroun-Allemagne, voilà. Ouais. Et en Voilà, plus, donc- quand on voit l'idole de Puyol, tu te dis, ah ouais, il joue pas vraiment le même football. Hein. Il joue pas vraiment le même football. Non, moi, ce que j'ai lu surtout, c'était que l'idole d'enfance, ou l'idole Ouais. de Puyol, c'était plutôt Maldini. Ah, c'est ça. Qui avait 10 ans de plus que lui et il aurait voulu d'ailleurs, je pense, quelque part terminer sa carrière au Milan, peut-être Puyol. En tout cas, Puyol, c'est le genre de joueur que l'on fait plus. Celui qui cherche sans cesse à progresser, celui qui donne tout à chaque fois, celui qui montre l'exemple, qui harangue, qui engueule, qui soutient. Un joueur qui n'a jamais compté sur son apparence et qui a toujours laissé le terrain s'exprimer. Il est, selon les libéraux, le meilleur de sa génération, une génération qui a pourtant vu certains des défenseurs les plus forts de l'histoire du football. C'est dire qui a été Puyol. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.